Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. On va parler de la famille. Alors il est bien loin le temps où l'on se mariait pour faire plaisir à sa famille. D'ailleurs, les filles n'avaient pas vraiment le choix. Les choses, c'est sûr, ont énormément changé puisque ce sont d'ailleurs surtout les femmes maintenant qui décident du partenaire qui pourra les épouser. Pourtant, l'amour n'efface pas les différences sociales ni culturelles et c'est généralement à la venue du premier enfant que les problèmes surviennent. Lorsque les couples se séparent, il ne faut pas oublier les enfants, c'est généralement eux qui en subissent les conséquences. On voit d'ailleurs dans les familles recomposées tous les problèmes que ça pose. Et puis aujourd'hui, en tout cas en France, on voit des familles qui se disloquent de plus en plus. Et je vous propose aujourd'hui, en compagnie de Philippe Breneau, qui est également anthropologue, que nous abordions cette question de la famille. Durant des siècles, la famille représentait le socle pour bien des gens et ça leur permettait quelque part de ne pas se sentir trop seuls. C'était un rôle, semble-t-il, essentiel. Est-ce qu'il est possible de vivre sans famille ? Je ne crois pas. En tout cas, pour peu de gens, ça me paraît assez difficile. Alors, comment faire lorsqu'on est fâché avec sa famille ou même avec un de membres importants de sa famille ? Eh bien, c'est avec vous qu'on va en parler. Notre numéro 0826 300 300. Philippe Breneau, merci d'être avec nous. C'est un sujet essentiel, je crois. Alors vous êtes psychiatre, sexologue, mais vous êtes également anthropologue et je pense que vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire sur la famille. Oui, bonjour Brigitte et bonjour aux éditeurs. La famille, moi je dirais, moi qui m'occupe depuis très longtemps de couple, le couple a émergé de la famille. Et il y a un peu plus d'une 50aine d'années, dans les années 70 en Occident, le couple apparaît. Auparavant, on est dans une famille étendue et il y a un couple-famille à l'intérieur, mais qui ne dure pas très longtemps, parce que très souvent, c'est un jeune couple, mais très vite, on a des rôles différents suivant les âges. Et cette autonomie du couple, eh bien, va amener, je dirais, quelque chose qui est souvent confondu. C'est est-ce qu'il y a une rupture avec la famille ou est-ce qu'il y a une autonomie de la famille ? Parce que très souvent, ça va être très mal vécu que le couple existe, le couple nucléaire, c'est-à-dire, par exemple, on parle de l'hétérosexualité, hein, mais c'est 90% des couples. Ça va être un couple nucléaire homme-femme, par exemple, et qui va s'isoler de la famille, qui va être vécu comme une sorte de rupture, vont dire certains. Mais aujourd'hui, je crois que le couple moderne, c'est justement lorsqu'il a réussi à faire cette autonomie, on continue à avoir la famille, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, avoir une autonomie avec les ascendants, c'est-à-dire parents, grands-parents, la famille étendue, mais une autonomie aussi avec les enfants, parce qu'il n'y a qu'à voir combien de fois on en parle dans l'émission. L'une des difficultés, c'est tout de même de rester amant tout en étant parent, et c'est cette double rupture, cette double autonomie par contre, avec la famille, avec les enfants, qui va permettre cette nouveauté du couple moderne. Alors ça va donner des antagonismes dont vous parlez, Brigitte. Et puis je crois que c'est important on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui sont anxieux, qui sont isolés, et c'est vrai que les familles aujourd'hui sont souvent ont changé de région, enfin, et ça crée aussi peut-être beaucoup de souffrance. Alors oui, c'est vrai. Alors et on se fâche plus facilement avec un membre de sa famille qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, pour les fêtes les grandes fêtes, là où on va bientôt fêter Pâques. C'était, même si on s'entendait pas, on allait quand même voir sa famille. Aujourd'hui, on peut se fâcher avec sa famille. Est-ce qu'au fond, ça laisse pas des séquelles qui font souffrir ? C'est peut-être aussi toutes ces questions-là qu'on peut se poser. C'est vrai que on peut se fâcher plus avec la famille parce que les sujets aussi, on a trouvé des modes d'autonomie, encore une fois. Et puis regardez le nombre d'injonctions que l'on a
à prendre de la distance, parce que maintenant, quand on identifie quelqu'un de toxique, combien de fois on a dit, tiens, dans le fond, avec une personne toxique, auparavant, on essayait de cohabiter, on essayait tout le temps d'amadouer, et puis maintenant, souvent, il y a une distance qu'on va prendre. Dans la famille, il peut y avoir quelqu'un qui paraît toxique pour certains. Peut-être qu'on va prendre de la distance. C'est un fait nouveau, parce qu'auparavant, tout le monde était accepté dans la famille, on allait se débrouiller pour avoir des relations de cette façon-là. Avec le fait que on a souvent dit que la famille disparaissait un petit peu, c'est vrai que quand le couple est apparu, parce que les couples que nous connaissons aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, ça vient aussi du fait, depuis un siècle, que la France rurale, enfin c'est vrai de toute l'Europe, est devenue urbaine, et en définitive on est dans des appartements, alors qu'auparavant il y avait une grande maison dans laquelle il y avait l'ensemble de la famille. Mais je trouve qu'il y a eu un regain de liens familiaux, c'est pas tout à fait la même chose, notamment depuis le Covid. Ça a été bien vu par des sociologues. On voit de quelle façon des gens qui se voyaient moins vont renouer et se rendre compte que la famille est quelque chose de consolateur, d'équilibrant. Alors ça peut être déséquilibrant aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est quand même... on se sent relié quand même quelque part par sa famille. Oui. Quand on est... Enfin, moi, pour avoir été un petit peu rejeté par ma famille à une certaine époque, je sais ce que c'est que d'être le vilain petit canard. Hein, donc, c'est pas forcément simple. Hein, Mais voilà, c'est ça. On peut très bien avoir rejeté la famille aussi. Hein. Oui, là, vous avez été rejeté, mais on peut rejeter. Oui, aujourd'hui, c'est moi qui les ai rejetés. Voilà. Non, je plaisante. Non, mais c'est important de voir quand même aussi, peut-être, quand on se marie, quand on est de cultures différentes, par exemple, quand les enfants arrivent, ça crée aussi des tensions. Quelle culture dominante va l'emporter sur l'autre. Et on voit bien aussi là comment les deux belles familles se dispute un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Alors, c'est très vrai qu'il y a des cassures, hein, souvent par des milieux différents, alors plus d'ailleurs de culture que de génération même. Effectivement. Mais en général, la famille a des modes de réparation. Moi, je dirais la famille, très souvent, elle est là pour essayer de réparer les liens qui ne fonctionnent pas. Alors il faut par contre pouvoir fonctionner de façon familiale, c'est-à-dire d'une certaine façon ça impose souvent un rythme un peu infantile que la maturité des couples, ou les couples qui se veulent matures vont mal l'accepter. Alors il va y avoir souvent une rupture entre du fait que on veut m'imposer à nouveau une sorte de mainmise de la famille sur moi. Alors c'est vrai que c'est le cas. Regardez comment on entendait, ça s'entend moins que ça, les parents, les grands-parents dire attends, tu n'élèves pas tes enfants comme ceci. Alors que c'était la réalité de toutes les générations, ce qui permettait la transmission des valeurs, des savoir-faire et ainsi de suite. Aujourd'hui, effectivement, il y a une sorte d'autonomie qui fait que non, nous sommes les... Mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que l'individu prend un peu le pas sur la société, tout simplement, hein, donc forcément... C'est l'invention, ce qu'on appelle l'invention du sujet, c'est-à-dire nous sommes des sujets, et en tant que sujet, on va mal accepter de vivre dans des liens familiaux qui aliènent un petit peu. Mais bien sûr, qui nous mettent plus, qui nous permettent pas d'être justement qui on a envie d'être. Bon, mais en tout cas, on va parler de tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, on va évoquer la famille. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe Breneau. Écoutez, je vous appelle parce que le sujet de la famille me sensibilise un petit peu. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais déjà appelé il y a un ou deux justement au sujet de mon fils. Et c'est pas arrangé, et je trouve aujourd'hui que c'est vrai que la famille est fragile. Faites attention parce qu'on vous entend pas très bien, Jérôme, ça coupe un peu. Allô ? Oui.
Alors, je reste stable. Je vous entends, mais c'est que ça coupe un peu, donc c'est désagréable. Donc essayez, oui, de rester stable si c'est possible, bien sûr. Là, je suis stable. Eh bien, c'est parfait. Super. Donc votre fils, il a quel âge, votre fils ? Il a 16 ans. 16 ans, oui. Et en fait, j'ai toujours eu des problèmes avec cet enfant. On a toujours eu des soucis. On l'a fait aider par plusieurs organismes. On l'a fait tester. Et en fait, moi et mon épouse, il a pris toujours le contre-pied d'enseignement, d'éducation ou de l'autorité qu'on a essayé de lui donner. Allô ? Oui, je vous écoute. C'est pour ça que je ne disais rien. Mais vous l'avez fait suivre à un moment donné ? On a fait une psychothérapie familiale, on a tout fait, et cet enfant, il a toujours pris le contre-pied. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne supporte pas l'autorité, il ne supporte pas la frustration, il est odieux avec ses compagnes quand il en a, et alors qu'on lui a toujours appris le respect de l'autre, d'essayer d'empathie. Mais oui, c'est bizarre pour quelqu'un de 16 ans. De toute façon, 16 ans, il n'est pas majeur. C'est que ses compagnes, c'est-à-dire ce sont dans les relations dans lesquelles il est, oui. Oui, ça a tout à fait des petites relations de petites copines, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que ça fragilise notre couple aussi, puisqu'il suffit qu'à un moment donné, on n'ait pas toujours la même vision de l'éducation d'un enfant, et du coup les parents se mettent à se fâcher, ce qui fragilise davantage le système. Et je m'aperçois aujourd'hui, en discutant avec des amis autour de moi, qu'on est nombreux, parce qu'avant on n'osait pas prendre la parole, il y avait une certaine chape de honte en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et les gens qui me connaissent savent que je parle facilement. Et du coup, me permettre de me déculpabiliser. Mes collègues ont vu quand même qu'on a testé pas mal de choses, je discute volontiers, je prends volontiers ma part de responsabilité, forcément que j'en ai. Et on se fait suivre aussi par une mesure éducative aujourd'hui, par une assistante sociale et une EduxP. Pour essayer de mais est-ce nous faire aider. On entend a priori, oui, que vous avez été un père à peu près correct. À peu près, oui. Il y a des choses qu'il faut revoir. Donc une éducation, on imagine, à peu près correcte. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un diagnostic de fait ? Est-ce qu'il serait, je sais pas, hypersensible, hyperactif, hyper, je sais pas quoi On l'a fait tester toutes les lettres de l'alphabet, on l'a fait psychomotricien, on a même allé voir un kiné pour réflexe archaïque parce que il aurait fait pas assez de 4 pattes, donc ce qui fait qu'il aurait eu, donc on a même fait les kinés, on a fait psychomotricien, l'aide à la lecture, enfin tout, et à chaque fois il s'est fait virer de tous les centres, enfin de toutes les écoles, les structures scolaires. Et en fait, ne supporte pas l'autorité. Donc à chaque fois on était convoqués et ça a généré vraiment des tensions parce qu'il est comme beaucoup d'enfants de mes amis aussi, pareil, commencent à mal gérer la frustration, s'enferment dans leur chambre, ne mangent plus avec. Si on leur dit quelque chose, de suite ils nous regardent, ça devient. Ça laisse quand même à penser que c'est une éducation peut-être pas assez éducative, si je puis dire, au départ, parce que quand on voit bien maintenant, en effet, quand les enfants supportent mal le non, c'est que il a peut-être pas été dit assez tôt. Est-ce qu'il y a des influences aussi, parce qu'il y a effectivement il y a le milieu parental, et vous dites bien que vous avez essayé d'être attentif, bien sûr. Ça suffit pas toujours, mais c'est pas facile. Je ne veux pas dire quelque chose par rapport aux attitudes de qui que ce soit, mais c'est vrai que aujourd'hui on a souvent eu tendance à dire qu'il fallait pas trop interdire, mais c'est comme ça qu'on n'accepte pas l'autorité ensuite. C'est-à-dire, vous vous souvenez des barrières, des limites que vous avez peut-être eues vous-même dans l'enfance. Oui. Peut-être un petit peu trop. Oui, mon père était maltraitant et du coup j'ai refusé de prendre le contre-pied. Enfin, après, mais le problème c'est que quand il y a eu besoin de sévérité, j'ai quand même été là. Il m'a regardé. Puis il y a quelques temps de ça, il m'a dit mais tu sais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire contre moi ? Je suis mineur, personne ne peut rien contre moi. Jérôme, il y a une chose qu'on sait aujourd'hui qui est peut-être pas assez dite, c'est que quand l'autorité n'a pas été faite dans les premiers temps, quelque part l'enfant a une sensation de toute puissance, d'enfant roi, et à un moment donné, surtout au moment de l'adolescence d'ailleurs, il va s'opposer à ses parents de manière assez forte, et peut-être que c'est parce que justement vous ne vouliez pas être maltraitant comme votre père
que vous avez peut-être pas été assez, autoritaire. Je n'aime pas forcément ce mot, mais vous avez peut-être passé trop de ses caprices. Encore une fois, je vous accuse de rien parce que vous avez fait ce que vous pouviez. On va pas en plus vous jeter la pierre. Mais c'est peut-être et si vous comprenez ce que vous auriez pu peut-être un peu louper, ça sera plus facile pour vous d'avoir la bonne attitude aujourd'hui pour essayer de redresser un petit peu la barre. Ah ben après on est dans le sujet du jour, c'est-à-dire que c'est allé tellement loin, il a presque jeté l'assiette dans la tronche à sa mère, il a craché par terre en disant tu me nettoieras ça. Voilà, donc en fait finalement on en arrive dans le sujet aujourd'hui, que est-ce qu'on est capable de pardonner? Moi je pense que j'attends ses 18 ans pour qu'il gentiment il prenne la porte de sortie, pour qu'en plus... Écoutez, moi je vous conseillerais peut-être de remettre un peu de loi là-dedans, parce qu'il a 16 ans, vous pouvez... je sais pas exactement là, parce que je ne sais pas dans quelle mesure une mère, en l'occurrence, peut faire une main courante contre son enfant de 16 ans. Et ça peut se faire. Mais... Parce que c'est parfois la loi qui permet de redonner de l'autorité à quelqu'un qui considère qu'il n'a pas à répondre de quoi que ce soit. Mais oui, parce que la plupart du temps, dans des choses comme ça qui vont du côté de la violence, dans la symbolique, alors je ne parle pas de votre fils, mais parce qu'on ne peut pas parler d'une personne, mais c'est très souvent, je vais chercher la loi, je vais chercher les limites là où elles sont. Je ne les trouve pas pour X raisons, et il faut penser qu'il n'y a pas de faute. Vous n'êtes pas coupable. Vous avez réagi comme vous pouviez, après ce que vous aviez vécu avec votre propre père, par exemple. Mais si ça se trouve, il y a beaucoup de jeunes qui vont à ce moment-là ne trouver ou la police ou autre, pour trouver une espèce de limite. Alors, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de revenir en arrière. Mais sinon, effectivement, ils doivent la trouver quelque part. Malheureusement, s'ils s'y confrontent trop souvent, ça peut être un peu compliqué. Ce qui m'a étonné tout à l'heure, c'est quand vous disiez, on a pas mal de parents ou d'amis proches qui ont à peu près les mêmes problèmes avec les enfants. C'est-à-dire, vous avez d'autres cas qui sont proches de vous, où il y a aussi des problèmes de limites, comme ça. Oui, tout à fait. Alors, ça fait penser à une autre chose qui est que l'on voit aujourd'hui, dont on parle, c'est il y a eu quand même toute une génération, sous de très bonnes raisons, voulant faire ce qu'on a appelé de la psychologie positive. Alors, certains professionnels qui auraient dit cela, mais la vraie psychologie, et même la psychanalyse, ne propose pas que rien ne soit interdit. C'est au contraire, beaucoup de choses sont libres, dans des limites qui ne peuvent pas être franchies. Il y a un ouvrage, je vous rappelle, de Caroline Goldman, que vous avez peut-être lu, ou qui est intéressant à lire pour comprendre ces problèmes-là, qui s'appelle « File dans ta chambre », et qui n'est pas du tout quelque chose où on rejette les enfants, mais qui est de dire tiens, quelque chose ne va pas, file dans ta chambre. Il vaut mieux qu'il file dans sa chambre que, comme vous dites, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez lui dire tu t'en vas et on ne te voit plus, parce que vous avez envie de le voir, mais il a envie de vous voir. Le problème, c'est qu'il n'a pas de limite. C'est pas facile. Peut-être lisez ce livre, c'est quelque chose qui est exactement... Je connais, elle a été très controversée, alors que je suis pour ce qu'elle dit. Ils appellent ça ça porte un nom en anglais, où on lui dit il y a un moment donné, on sépare, on lui dit d'aller dans sa chambre, parce que ça permet à chacun de poser un peu ses émotions, et ça a été très controversé par notre société aujourd'hui. Et je me retrouve, et ce que vous dites est très intéressant, parce que moi, qui ai fait preuve quand même d'autorité avec mon enfant, autour de nous, on est dans une ville où les enfants font ce qu'ils veulent, en fait. Ils prennent le scooter à leurs parents. Et on se retrouve avec des parents qui sont géniteurs, mais qui s'occupent plus de leurs enfants. Ils rentrent à 11h, 11h30, et mon fils, voyant ça, a voulu faire pareil. Et donc, du coup, quand je lui dis non, tu restes là parce que tu n'es pas les autres, tu vas me faire quoi? Mais mes potes, c'est comme ça que ça marche. Mais je dis, mais les parents de tes potes, peut-être qu'ils font moins attention. Et du coup, on se retrouve à être embrigadés comme d'autres familles qui ne s'occupent pas de gamins, où on voit notre gamin qui part en vrille aussi, parce que c'est trop permissif, en fait. Mais oui, mais vous avez raison. C'est compliqué. Vous avez raison, puisque ils voient d'autres modèles et ils comprennent pas. Mais il y a aussi une chose, c'est que vous n'avez pas pu faire autrement. Peut-être que il a vu, vous savez, il y a du transgénérationnel. Il a peut-être remarqué
des choses que vous avez transmises, l'autorité comme vous pouviez, même en essayant d'être un cran en dessous, peut-être que vous avez passé des choses qui l'ont... c'est presque la violence, je me permets de dire, de votre père qui l'a atteint. C'est très possible. Voyez, on est dans de la symbolique. Mais vraiment... En tout cas, bon courage, Jérôme. Bon courage, oui. Mettez de la loi, je crois que c'est ce qui peut peut-être faire bouger un petit peu les choses. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler du thermomètre émotionnel. Aujourd'hui, avec Philippe Breneau, nous parlons des relations que nous entretenons avec la famille. Entente ou conflit, venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Breneau, on va parler du thermomètre émotionnel. Moi, j'ai remarqué qu'on évalue les événements, comme on dit, peut-être en prenant les choses trop à cœur. Oui. Et voilà pourquoi il faut s'habituer à consulter son thermomètre émotionnel. Et alors, c'est quoi ça, Brigitte? Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer. Parce que c'est un excellent moyen de vérifier si, en effet, ce qu'on est en train de vivre, c'est grave ou pas. Donc, on va noter de 0 à 100. Alors, 0, c'est quand tout va parfaitement bien, qu'il fait beau, qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Bon, c'est quand même assez rare qu'on passe une journée où il y a vraiment 0. Alors 100, c'est évidemment la perte d'un être cher. C'est un drame, un véritable drame, quelque chose qu'on va traverser qui est vraiment très très douloureux. Alors maintenant, franchement, combien on va noter la remarque de votre collègue qui vous dit tiens, t'es mal coiffé aujourd'hui. Bon, on va pas mettre 100, on va pas mettre 0. Pardon, j'ai pas compris, c'est... si je vous dis, Philippe, si je vous dis vous n'êtes pas très bien coiffé aujourd'hui, vous n'allez pas mettre 100. Je mets 10 ou 15 ou 20. Voilà, on est d'accord. Bon, c'est pas bien grave. Bon, après, si c'est votre belle-mère qui vous critique sur la manière dont vous élevez votre fils, vous allez mettre un peu plus. Mais 60. Bon, admettons 60, mais pas plus quand même. C'est pas très grave non plus. Bon, bref. Et vous verrez qu'à force d'apprendre à noter votre émotion, vous aurez vous aurez régulé votre thermomètre émotionnel. Parce que très souvent, les gens vont mettre une note supérieure à ce que ça vaut. Un événement, c'est parfois juste un peu perturbant, mais c'est pas très grave. Et y mettre une grosse note, ça augmente notre stress inutilement. Et donc, voilà ce que je vous propose. Et puis après, vous pourrez créer votre thermomètre sexuel. Donc, ça consistera à noter sur 100 votre excitation. C'est pas mal, oui. Voilà. Mais c'est une bonne idée, mais non, je dirais que le thermomètre émotionnel, c'est très utile, je trouve, parce qu'on ne connaît pas la gradation. Je dis, tiens, j'ai des émotions, mais elle est à combien ? Je trouve très très intéressant de se noter. C'est ce qu'on fait souvent dans les thérapies cognitives, c'est-à-dire de se noter dans une relation, par exemple, quand on essaie de s'affirmer vis-à-vis de quelqu'un, savoir où on était, un peu plus au-dessus, au-dessous. Et au niveau des émotions, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai dit, il faut le faire breveter. On va s'en occuper. Allez, on continue avec la famille. Bonjour Christine. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christine. Pardon, excusez-moi, on me fait signe, ce n'est pas... C'est Sarah. C'est Sarah. Oui, excusez-moi. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Alors moi je vous appelle, c'est concernant effectivement des relations de la famille et plus particulièrement avec mon papa. Moi j'ai 50 ans et en fait depuis toute petite je manque un petit peu d'attention et d'amour peut-être aussi, donc j'ai cherché son regard et son attention en fait depuis toute petite et même à l'adolescence, alors en faisant des bêtises aussi forcément. On fait ce qu'on peut pour se faire regarder. Voilà. Oui, bien sûr. Et ça jusqu'à finalement ce que je devienne parent moi-même, je crois en fait. Et j'étais toujours dans l'attente en fait d'une reconnaissance, de valorisation, de compliments sur tout ce que j'entreprenais dans ma vie. Et je me suis rendu compte que je pouvais toujours le chercher parce qu'il ne me donnerait jamais. Parce que j'ai compris, moi, justement, peut-être en devenant parent, que il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, avec l'éducation qu'il a eue, et que c'était pas si évident pour lui. Ouais.
Donc j'ai compris que je pouvais passer à autre chose et que le travail que j'avais à faire, c'était plus d'accepter finalement que mon père soit tel qu'il est et je cherchais en fait toujours la communication, toujours essayer de l'accrocher sur des sujets plus profonds que du superficiel et en fait je me suis aperçue que voilà qu'il pouvait pas. Et alors entre-temps moi aussi mes parents ont divorcé, il s'est remarié avec une personne qui a finalement tout fait pour le détacher en fait de sa famille et de ses amis très proches. Oui, de sa première vie en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a eu beaucoup de conflits par rapport à ça, jusqu'à ce que, alors faut savoir que mon père n'est pas quelqu'un qui tape sur la table en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, en tout cas avec nous aussi, mais pas avec elle. Et du coup, c'est laissé pour éviter le conflit, c'est laissé, on va dire entre guillemets manipuler, et c'est allé jusqu'à nous interdire de venir mettre les pieds à la maison parce que donc, ça dérangeait. C'est votre belle-mère donc qui vous a chassé en quelque sorte. Oui, mais par son biais à lui. C'est-à-dire que ça se faisait jamais directement, mais c'était lui. Et donc c'était beaucoup plus touchant en fait, et pour moi en tout cas. Donc j'ai passé des périodes difficiles où justement je n'avais plus de contact avec lui et je n'avais plus le droit d'aller finalement dans ma maison d'enfance. Ouais. C'est blessant. Et effectivement, j'ai compris aussi plus tard que si elle faisait comme ça, c'était que elle a eu 3 enfants et elle en a perdu un à l'âge de son fils avait 20 ans. Et je pense qu'elle a tellement souffert justement qu'elle ne supportait plus de voir le bonheur des autres dans la famille. Oui, d'accord, mais enfin ça explique, mais ça n'excuse pas quand même. Ça n'excuse pas, mais ça m'a permis à moi de me détacher de cette relation que j'ai pu avoir avec elle. Et aujourd'hui, alors c'est pas que tout soit finalement arrangé. J'ai très peu de relations avec mon papa, on se voit très peu. Mais par contre, j'arrive à ne plus lui en vouloir. J'essaye en tout cas. Et à elle aussi, j'essaye de plus lui en vouloir aussi en fait. Donc on arrive à avoir des moments ou des temps ensemble où on peut partager des moments. Donc vous arrivez à revoir votre père quand même. Oui, assez peu. Alors on habite à 1h30 chacun mais on se voit peut-être 2-3 fois dans l'année quoi. Oui, mais encore une fois, j'ai envie de dire, votre père, il peut ne pas vous imposer chez lui puisqu'elle est maintenant sa nouvelle compagne, mais il pourrait vous voir en dehors d'elle, quoi. C'est toujours ce que je dis, moi. Je pense que on peut quand même essayer de négocier. Vous voyez, c'est pas toujours tout ou rien. Ça, Brigitte, alors je vais laisser Sarah répondre, mais je fais un petit aparté. Ça, c'est un truc de ville. Parce que je trouve qu'en milieu rural, les couples sont tellement unis que même quand il y a des tiraillements, ils sont ensemble. Le fait de voir les enfants séparément est très peu accepté des familles dans les traditions. Moi, combien de fois je demande à des parents, à un père ou à une mère qui disent mais je ne vois pas tel ou tel enfant. Je dis est-ce que vous les avez vus une fois dans votre vie passer une journée avec eux? Mais oui, bien sûr. Attendez, vous seul? Ah non. Mon épouse était toujours là. C'est très rare que on puisse voir les. Vous voyez ce que je veux dire, Sarah? Est-ce que il ferait ça, votre père, ou en fait il est très soudé peut-être avec sa compagne? Bon, c'est pas le couple le plus idéal du monde, hein, mais non, mais font-ils des choses l'autre. Font-ils des choses séparément, autonomes ou? Non, pas trop. Pas trop, mais par contre, effectivement, je lui avais proposé de venir aussi seul ou voilà, parce que voilà, il y a toujours des raisons pour qu'on se voit pas. Donc bon, ils sont à la retraite, hein, donc mais non, parce que ça apporte des conflits. Si lui il vient tout seul, elle le supporte pas non plus. Et voilà. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, j'entends bien, mais bon, enfin, écoutez, vous avez l'intelligence d'accepter et de comprendre et de pas vous sentir rejeté, parce que c'est ça qui compte en fait, c'est que ça ne vous fasse pas trop souffrir.
Mais en attendant, ça montre bien que quelque part, il n'a pas... il ne respecte pas le lien qui vous unit quand même. C'est votre père et vous êtes sa fille. Oui, je pense que y a une sorte de faiblesse de sa part, après sans forcément porter de jugement, mais lui, toute sa vie, je l'ai vu éviter les conflits en fait. Donc lui, il laisse passer, il dit trop rien parce qu'il dit que ça va apaiser, mais finalement, ça, au contraire, ça a augmenté les désaccords et les conflits. Donc il essaye de tempérer. Je suppose que c'est pas facile non plus pour lui. Et moi, ça m'a rendu très très triste pendant très longtemps en fait. Même aujourd'hui, j'ai une certaine tristesse parce que je trouve qu'on se voit pas assez. Et j'aurais aimé partager quand même plus de moments avec lui, Bien de sûr, complicité et puis et tout ça. Mais il se prive sans doute aussi de ses petits-enfants. oui, exactement. Ça a un impact aussi sur mes enfants à moi, effectivement, parce que elle me porte pas dans son cœur, mais elle porte pas non plus mes enfants dans son cœur Ça, aussi. c'est clair. Donc du coup, quand elles étaient petites, elles y allaient, mais elles voulaient plus y revenir non plus. Mais oui. Donc effectivement, ça a eu un impact aussi sur les petits enfants. Ouais. Mais ça montre une chose, votre exemple est très intéressant, parce que ça montre quand même que dans le milieu traditionnel, alors c'est plus vrai en milieu rural qu'en ville, les gens sont rarement des sujets très autonomes faisant quelque chose par eux-mêmes. Très souvent, le couple se déplace ensemble, les familles se déplacent ensemble. C'est en opposition souvent, et d'ailleurs ils vont très mal le vivre, la famille traditionnelle vit mal un couple dans lequel chacun fait non pas ce qu'il veut, mais a une autonomie et peut très bien, et par exemple rencontrer un enfant séparément avec un parent, alors que d'habitude on va se rencontrer de façon plus fusionnelle. C'est souvent ça qui crée, ou en tout cas qui marque l'évolution. Et là, on voit déjà que les familles recomposées, puisque votre père a reformé un couple avec une autre femme, ça crée souvent beaucoup de tensions. Merci Sarah, Sarah en tout cas, merci de votre appel. Et puis on continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye, 0826 300 300. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, des idées, des échanges et votre avis en direct. Les vraies voix arrivent, restez connectés. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année. 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et nous évoquons la famille. Et merci Marc de réagir. Vous voulez parler justement du changement de société, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Marc, oui. Alors, oui, moi, la réflexion que ça m'inspirait, c'est que on est passé d'une société en fait traditionnelle, conventionnelle, où la famille était omniprésente, à, comme on dit, la thèse, l'antithèse, synthèse. Je vais vous faire ma démonstration. Oui. Donc l'antithèse, c'est, on est passé après à de l'émancipation totale vis-à-vis de la famille et donc de tout le poids que pouvait représenter la famille. Et j'espère bien qu'on va arriver à la synthèse, c'est-à-dire trouver le juste milieu, où justement on verra l'intérêt, ce que peut apporter la famille, et puis la nécessité de garder une certaine autonomie, quoi. Et si vous permettez, donc bon, ça c'est de la théorie. J'aime bien théoriser ce que je vis. Moi, par exemple, j'ai récupéré ma fille à un certain âge. J'ai déjà eu l'occasion de le raconter à Brigitte. Et en fait, elle voulait revoir la famille du côté de sa mère. Mais j'avais peur de la rencontre et de ce qu'elle allait découvrir. Et je lui ai toujours dit, ce que j'ai vécu avec ma propre famille, c'est n'attends pas des gens ce qu'ils ne sont pas en capacité de te donner. Et n'attends d'eux que ce que tu penses que tu peux obtenir de eux et évidemment que tu peux leur apporter. Et ça, je le disais de façon indirecte quand elle était petite. Maintenant qu'elle est ado, elle comprend les choses.
Et maintenant, je l'ai dit clairement au niveau de la famille de sa maman, quoi. Voilà. Mais c'est très juste. De toute façon, les gens ne nous donnent que ce qu'ils peuvent nous donner. Mais ce que j'entends beaucoup depuis toujours, c'est qu'au fond, il y a toujours en nous notre part d'enfant qui aimerait recevoir ce qu'il aurait aimé avoir quand il était enfant. Et si on n'arrive pas à faire le deuil de ça, on va continuer à espérer en vain, parce que de toute façon, si on l'a pas eu enfant, on ne l'aura pas quand on est adulte. Hein. Tout à fait, Brigitte. Et même, vous savez, j'avais entendu une émission qui disait que le mal, c'est que on voulait toujours donner plus à ses enfants que ce qu'on a reçu. Et c'était une fuite en avant. Et je mets ça en parallèle avec la notion de frustration et autres. Et effectivement, c'est pas forcément un bien. Il faut que les enfants apprécient ce qu'on leur donne pour que et précisément. Oui, mais je crois plutôt que les parents qui ne savent pas faire de preuve d'autorité, c'est souvent parce qu'ils ont peur, s'ils interdisent trop, qu'on les aime plus. Je crois qu'il y a souvent alors qu'un enfant, il aime inconditionnellement ses parents, donc il faut pas avoir peur de ne plus être aimé si on fait un peu preuve d'autorité. Mais souvent, c'est parce que justement, ils ont pas peut-être eu le sentiment d'être très aimés par leurs parents, qu'ils ont peur de ne pas être aimés, donc ils osent pas interdire à leur enfant. Je crois que c'est plus souvent ça qui fait que on a des parents un peu laxistes. Oui, c'est très vrai que tout ce qui tourne autour de l'affirmation, de l'interdit d'abord, de la transgression, de l'affirmation, ça, c'est autour de choses qui sont organisées dans la relation avec les parents. Vous voyez, j'essaie de trouver le terme juste. Et notamment, on voit combien de fois toutes les personnes qui n'ont pas assez d'estime de soi, qui n'osent pas dire non. Mais à qui elles ne peuvent pas dire non tout d'abord, c'est aux parents. Et pourquoi on ne dit pas non aux parents? Parce que j'ai peur, dans l'absolu, mais ça n'est pas quelque chose de directement conscient, j'ai peur qu'on ne m'aime plus. Ça peut être la même chose vis-à-vis du conjoint, mais à ce moment-là, on a des positions qui ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'on va accepter sous prétexte de craindre de blesser l'autre. Et je crois que c'est quand on n'a pas peur de blesser l'autre, parce que l'autre n'est pas blessable, parce que si la personne est trop fragile, dans des traits névrotiques, dans des choses personnelles, à ce moment-là, on va quelquefois avoir une fausse attitude, mais qui va amener quelque chose qui va se déstabiliser dans le couple. Il y aura peut-être même de la violence, parce que j'ose pas dire ce que je pense. On peut dire ce que l'on pense lorsque l'autre n'est pas atteignable, parce que il y a une certaine autonomie, une maturité qui fait que on peut me critiquer, je peux être tranquille, je peux entendre, et je ne doute pas que l'autre m'aime. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans les familles, peut-être le point crucial où il faudrait réfléchir, c'est le fait de ne pas douter qu'on aime. Et je termine là-dessus sur le mot qu'on entend beaucoup trop. Moi, je trouve dans la bouche des parents, des grands-parents, vis-à-vis des enfants, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais pourquoi faudrait-il d'abord le répéter plein de fois? Et puis, si on aime, il n'y a même pas besoin de le dire. Oui, et puis en plus, ça devient un peu trouble, parce que finalement, c'est ce qu'on dit à son amoureux et c'est ce qu'on dit à ses enfants. Et ça crée quelque chose de parfois un petit peu trouble, je trouve aussi. Mais enfin, si je t'aime, est-ce que j'ai besoin de le dire 3 fois? Et puis, de toute façon, à moins de quelque chose de particulier, c'est évident que le lien d'attachement très fort aux parents vont faire que l'enfant aime ses parents dans un premier temps. Après, il peut se passer des choses qui fait que... Mais il y a un moment d'attachement, il n'y a pas de doute sur le sentiment... alors, pas d'amour, il faudrait l'attachement tellement fort qu'on aime, mais de la même façon pour les parents. Si je peux me permettre... Allez-y, Marc, bien sûr. Justement, oui, tout à fait. Évidemment, il faut le dire. Moi, je viens d'une famille où on le disait pas, et je pense que ça nous a manqué. Pour autant, le dire en permanence, je pense pas effectivement que ce soit très utile, parce que il faut le montrer. Et une fois qu'on l'a dit, par
par exemple, les enfants ou la conjointe le ressentent. Il n'y a pas besoin de le dire 100 fois. Et vous avez tout à fait raison. Moi, souvent, je dis à ma fille, exprime-toi, parce qu'elle a été un peu castrée, entre guillemets, et je vois bien que ça nuit à son plein épanouissement, alors qu'elle a plein de capacités. Elle doute énormément d'elle-même. Et moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un père qui était un peu castrateur, et enfin, en tout cas, qui était très imposant, et je me rends compte que après dans ma vie maintenant, ça me bloque dans ma relation à la hiérarchie et dans mon épanouissement professionnel. Oui, mais vous auriez pu faire le contraire. Vous auriez pu être un petit peu rebelle et être au contraire très à chercher justement l'opposition. Donc vous savez, on peut aussi, et moi je tiens beaucoup à dire ça aussi, on peut aussi en faire une force de quelque chose qui aura été un peu négatif dans notre éducation. Combien d'artistes sont devenus artistes et sont des grands artistes à cause de relations difficiles avec l'un de leurs parents. Donc vous savez, Marc, on peut faire du bien même avec quelque chose qui n'aura pas été une éducation bienveillante. Je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit votre premier intervenant lorsqu'il s'interrogeait beaucoup sur l'éducation qu'il a donnée à son fils et que maintenant il avait des problèmes. J'ai envie de boucler la boucle en disant qu'il est jamais trop tard. Ça, je l'ai vécu, et que même si c'est plus dur quand on doit agir a posteriori, il n'est jamais trop tard quand on prend conscience des choses et qu'on se donne les moyens d'agir. Il y a toujours des solutions. Oui, peut-être, mais sauf que pour les enfants, c'est pas simple. Il a 16 ans, le gamin, il est en pleine... Pour les enfants, souvent, c'est très très tôt que ces empreintes se font. Enfin, là, on ne peut pas parler d'un cas particulier, non. Je ne vais pas vous dire le contraire, parce que ma fille précisément a 16 ans et je vois les difficultés à l'adolescence, et c'est sûr que si on n'a pas semé avant... Oui, mais vous êtes son père. En général, à 16 ans, on s'oppose totalement au père quand on est un garçon et à la mère quand on est une fille. Tandis que là, vous êtes avec votre fille, donc c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, oui. Je bénis le ciel tous les jours d'avoir une fille et pas un fils. Vous auriez peut-être d'autres joies, peut-être aussi d'autres problèmes, mais ça peut être chouette aussi. Avec un fils, on peut aller au foot. Oui, bien sûr, oui. Non, mais je pense qu'il faut pas s'inquiéter non plus forcément quand on a un ado de 16 ans qui est compliqué, parce que ça peut aussi s'arranger. Oui, bien sûr. Mais il faut pas, il faut faire ce qu'on peut, ce qu'on croit pouvoir faire d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que, comme vous me donnez un petit peu de temps, je vous en prie, Marc. J'ai envie de donner une réflexion complémentaire, c'est que, vous savez, la famille, ça a été parfois perçu comme un poids, pour d'autres, ils s'en sont émancipés, mais se priver de la famille, c'est quand même le luxe des sociétés modernes. C'est-à-dire que on est dans une société où, quand on a un problème, on a tous les prestataires externes qu'il faut, enfin quand on a les moyens, même si on a un système social très développé. Mais moi qui étais seul avant de récupérer ma fille, je peux vous dire que si vous vous coupez de la famille, c'est pas simple. C'est des prestataires externes, ça reste des prestataires externes, et la famille compense, et c'est pour ça que dans des sociétés plus traditionnelles, quand vous avez un souci, la famille est là, quoi. Alors que c'est pas le cas chez nous. Oui, et puis il faut pas oublier que dans les temps anciens, la famille était essentielle. Il fallait de la main d'œuvre quand on était dans des fermes. Le monde a énormément changé, et vous avez raison. Obligatoirement, ça a fait bouger aussi tout. Oui, c'est très très vrai ce que vous évoquez par rapport à ce luxe de pouvoir vivre de façon autonome, autarcique, un couple avec 1 ou 2 enfants, séparé de la famille, peut fonctionner. Même un individu, alors c'est très différent, parce qu'il y a besoin de liens. Nous sommes une espèce grégaire, c'est-à-dire qui tisse des liens entre eux, mais il faut, si on peut, ne pas se couper totalement de la famille, parce qu'il n'y a qu'à voir de quelle façon. Très souvent, c'est un réceptacle. Quand quelque chose est difficile, on sait très bien où il y aura des soutiens, par exemple. On fait une petite pause, et tout de suite après les infos, on continue à parler de la famille.
Nous parlons de nos relations avec la famille aujourd'hui avec Philippe Breneau. Vous souhaitez participer à l'émission? Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous. Vous êtes psychiatre, sexologue et anthropologue et on évoque la famille. Ça me fait penser à cette chanson très populaire de Sheila. La famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Enfin bon, je l'ai oublié alors. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était. Non, parce que moi j'ai dû mettre une la autre famille époque. de côté. Oui, non, mais la famille, ça a été longtemps quelque chose d'essentiel et c'est vrai que ça bouge, ça bouge beaucoup. On revient avec Iris qui est avec nous. Bonjour Iris. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Iris. Merci de m'accueillir sur cette superbe radio. Merci Iris. On y est tellement bien sur Sud Radio. Et on peut tout se dire, donc on vous écoute, allez-y. Vous avez eu beaucoup de divorces dans votre famille, c'est ça? Oui, tout à fait. On avait une famille très traditionnelle, avec les grands-parents, avec le repas du dimanche, avec les enfants, petits-enfants qui étaient autour des deux tables des deux côtés de mes parents. Et puis il y a eu un premier divorce de mes parents qui ont fait que les choses décèdent déjà des grands-parents en question. Et puis après les divorces, premier de la famille, et qui a créé une distension. Et puis on essaie tant bien que mal aujourd'hui, malgré les derniers de la famille, les grands-parents et parents ont été effectivement divorcés. Donc nous on est divorcés, les derniers les plus jeunes, et aujourd'hui on se retrouve nous les derniers à vouloir reconstruire quelque chose comme ça, d'avoir des lieux, des moments de retrouvailles. Quand vous dites nous, c'est vos frères et sœurs? Oui, effectivement, c'est aussi les cousines. C'est la troisième génération. La troisième génération, on a vraiment envie de recréer des liens. Puis alors, c'est renforcé par nos enfants, en fait, qui, eux, ont eu des parents et grands-parents divorcés et qui souhaitent vraiment recréer des liens. Et dès qu'il y a une fête de famille, souhaitent être là et présents. C'est intéressant votre témoignage parce que c'est ce qu'on entend un peu. C'est que il y a un besoin de retour à la famille. Puis il y a une nécessité, c'est qu'on est dans nos parents, donc qui se retrouvent tout seuls puisqu'ils ont été divorcés, et puis aussi nos enfants qui ont besoin d'avoir des points de repère, et donc du coup ces grands-parents étant revenant chez leurs propres enfants, recréent du lien avec des moments de famille à Noël, et où on a nos propres enfants qui assistent à avoir les grands-parents qui sont à nouveau au sein de leur famille. Alors moi j'ai été élevée avec mes grands-parents, donc ça me pose pas de problème, donc c'est quelque chose que je fais naturellement et qui est important. Là où effectivement je suis entourée d'autres personnes qui n'ont pas du tout eu cette démarche et qui ont placé leurs parents dès qu'il y a des problématiques, soit dans des maisons d'autonomie, soit en EHPAD, et pour moi c'était absolument pas concevable, quoi. Oui, non, mais il y a une époque, de toute façon, c'était l'enfant le plus jeune, souvent, qui se retrouvait chargé de garder les parents vieillissants. Et ça portait un nom, c'était souvent la fille la plus jeune, parce qu'il y avait des grandes fratries, la fille la plus jeune qui s'appelait le bâton de vieillesse, et qui allait, c'était le mot habituel, qui ne se mariait pas justement pour s'occuper des parents lorsqu'ils seraient vieux. Il y a tout un système dans la plupart des sociétés traditionnelles, il y a des systèmes comme cela. Mais c'est très intéressant comme vous en parlez, parce que c'est vrai qu'on a vu l'évolution de la famille qui a explosé dans les années 70-80, parce commençaient à arriver des séparations. Auparavant, on n'avait pas cette facilité. Et puis, comme vous dites, maintenant, il y a presque un mouvement un petit peu, du moins dans une famille comme la vôtre. C'est ce qu'on appelle en psychologie du transgénérationnel, c'est-à-dire toutes ces blessures non réparées des générations précédentes amène à ce que on va y reconstruire dans le fond. Mais en même temps, parallèlement à des cas comme vous, Iris, et qui sont assez fréquents, on a aussi des jeunes femmes qui vont faire toutes seules une PMA, et il y a de plus en plus de jeunes femmes qui décident d'avoir un enfant seul et sans même de père. Donc on est dans une société qui... On en revient, Chez nous, dans la génération, on a eu porté nos enfants seuls.
on voit effectivement ce que ça a pu occasionner. Je fais un jugement. Oui, mais je parle de jeunes femmes qui ont aujourd'hui 25-30 ans, qui font toutes seules des enfants. Comme vous dites, elles vont certainement en revenir. Ça, je suis d'accord avec vous, Iris. Mais bon, après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Oui, bien sûr. Mais on voit les filles qui sont nées de situations où les mamans étaient seules à un moment. Moi, on le voit, je le vois autour de moi. On a été une génération aussi, on a beaucoup porté nos enfants seuls. Il y a une vraie volonté de retrouver auprès de ces jeunes filles qui sont maintenant des mamans en potentiel, vraiment des recherches de repères, parce que justement, elles ont eu pas beaucoup leur papa, parce qu'il y a eu cette séparation. Et surtout, elles ont vu des mamans qui sont trouvées dans des situations assez difficiles financièrement, assez difficiles en termes d'organisation de vie, et qui, même si elles sont très très bien sorties, ça n'a pas été sans effort. Et puis d'autant plus qu'aujourd'hui on voit les nouveaux pères qui sont quand même des pères très présents, et oui, je pense que dans un jeune couple, quand les deux parents sont aptes à s'occuper de l'enfant, l'enfant est quand même moins seul, parce que si c'est pour être tout le temps confié à la nounou, c'est pas très intelligent. Et on voit la dépendance affective que peuvent avoir ces enfants-là qui ont justement eu ce manque à certains moments. Même s'ils ont eu un père, mais peu, pas autant qu'un week-end sur deux, week-end, moitié des vacances, tout ça. On voit les conséquences, en tout cas sur les filles. Moi, je parle pas des garçons, ça, je n'ai pas cette notion-là. Mais sur les filles, on voit une vraie dépendance affective, et avec des relations qui sont pas faciles à caler au niveau des garçons, des hommes qu'elles rencontrent, quoi. Il y a une vraie recherche d'hommes. Oui, alors est-ce que c'est, on peut s'interroger, est-ce que c'est la recherche des repères parentaux, ou même vous l'évoquez là dans toute la saga de votre famille là sur 2 ou 3 générations, un manque de famille. On peut se poser la question, parce que aujourd'hui même il y a des retours. J'ai le souvenir d'avoir fait dans des familles différentes 2 ou 3 cousinades. J'ai pas l'impression que ça existait. Alors on me dit oui, il y a des traditions dans certains endroits, mais c'est un petit peu à l'américaine, où il y a des tas de choses qui reviennent avec des tendances sûrement par les médias ou par les réseaux. Mais ces cousinades sont très étonnantes. Alors il y en a certaines qui sont réduites, c'est aux cousins proches, et puis certaines, moi j'ai le souvenir d'être allé 2 fois à des cousinades où il y a plus de 100 personnes, quelquefois même à l'étranger. On va rechercher les sources de la famille. Eh bien, peut-être que c'est protecteur. Moi, je crois qu'on doit trouver, et puis chacun, il n'y a pas une solution, chacun doit trouver un équilibre entre l'équilibre conjugal qu'on va avoir avec un partenaire de vie, l'équilibre familial avec conjoint, enfant, et puis sûrement une famille réceptacle dans lequel on est par moment, parce qu'aujourd'hui on n'accepte peut-être plus d'être un objet décidé par la famille. C'est pas la famille qui décide du partenaire ou autre, et par contre cette très grande structure dans laquelle on va trouver quelquefois une tante éloignée qui va être un soutien très important quelque temps plus tard. Moi, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Tel que vous le racontez, c'est très juste. Certainement que ça participe à l'équilibre qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi, je me sens très... Nous, c'est les petits cousins qui recréent le lien. Et en fait, ce qui n'a pas été transmis par les mamans, enfin, nos mamans, parce qu'il y a eu une vraie rupture du fait des premiers divorces, tout ça. On le retrouve, alors même en constellation familiale, parce que du coup on est amené à chercher des choses, on retrouve des problématiques de relations entre les petits cousins et nous, et en fait du coup c'est en s'évoquant les problématiques qu'on peut avoir dans la vie, tout ça, c'est comme si on recousait des liens en fait pour se remettre des choses, et en fait on remonte du bas vers le haut en fait en reconstruisant des choses. C'est-à-dire que les manquements de certains, on les recrée nous en fait. C'est assez étonnant. Et du coup c'est des choses que moi du coup je me retrouvais être un peu la maman, sans être la maman, mais la grande cousine qui va faire des liens, et même dans d'autres familles en fait, avec les amis d'enfance, parfois il peut y avoir aussi ce manque-là. Ce lien-là, moi je vois que je le recrée, et du coup ça devient presque même mon métier, parce que c'est assez rigolo
de pouvoir recréer de l'énergie et de il y a de plus en plus de gens qui veulent écrire justement la vie de la famille pour laisser une trace. Et je pense aussi aux photos, où finalement, avec nos photos sur nos téléphones qu'on n'imprime pas forcément, il manque parfois des photos pour se replonger dans la transmission de l'album. Album photo. Complètement. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui va peut-être revenir, parce que c'est pas rien, hein, l'album photo où on voit les générations précédentes. Oui, il faut aller dans les greniers, parce que nos téléphones, bien sûr, il y a beaucoup de photos, mais les greniers recèlent des secrets de notre propre vie, parce que nous le savons pas, nous répétons les vies précédentes sans le savoir. Ça, c'est très connu, et c'est une des choses les plus formidables de la psychogénéalogie. On se rend compte que quelquefois, tiens, on est le 3e enfant avec tel et tel écart d'âge, et puis quand on regarde dans la généalogie un siècle plus tôt, il y a exactement les mêmes écarts. Des choses se font à notre insu. Alors, il faut pas se couper de la famille, non. Certainement. Mais il faut en avoir, je pense, une belle autonomie, parce que notre condition de sujet moderne, c'est-à-dire qui décident de leur trajectoire en décidant par exemple du partenaire de vie, c'est une chose très nouvelle. Ça existe depuis 50 ans, à tout casser. Moi, je suis persuadé que mes grands-parents n'ont pas choisi leur partenaire de vie, qui était leur épouse ou leur époux. C'est tout simplement, ils l'ont choisi parce que ça plaisait, ça ne pouvait pas déplaire à leurs propres parents. Donc, gardons notre autonomie, mais il faut pas perdre le lien avec la famille, la grande famille. On continue, merci en tout cas Iris, et on continue avec vous bien sûr sur Sud Radio. N'hésitez pas vous aussi à participer, à donner votre avis au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio et Sud Radio. Et nous continuons à évoquer la famille avec ses avantages et ses inconvénients, hein, bien sûr, avec Philippe Breneau qui est avec nous, psychiatre, anthropologue. Vous êtes également auteur de nombreux livres, notamment Pourquoi c'est si compliqué l'amour. C'est un très joli livre sur l'amour, justement. Et puis vous êtes également l'auteur de cette incroyable histoire du sexe en bande dessinée aux éditions Les Arènes, qui est un succès international, hein, osons le dire, hein, Philippe. On a 20 traductions étrangères sur l'incroyable histoire du sexe, parce que c'est incroyable, l'histoire du sexe. Mais oui, mais c'est aussi une bande dessinée formidable. Enfin, on en a déjà souvent parlé dans cette émission, mais franchement, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que je conseille pour des adolescents. Ça permet de comprendre. Oh, il n'y a pas d'âge, oui. Non, mais c'est un âge où on a besoin d'être un peu plus cultivé. Et je trouve que pour les... Oui, en parlant de sexualité, ça permet de réfléchir à qu'est-ce qu'est la sexualité humaine, et puis comment on fait l'amour ailleurs, parce qu'il y a nous dans notre France, et puis il y a des tas de choses très particulières qui se passent partout. Et je crois que c'est bien pour les ados de leur permettre de comprendre la variété. Et ça, en plus, c'est une bande dessinée, alors c'est très... ça se lit facilement. On feuillette, on regarde. Incroyable histoire du sexe. Ouais. Aux éditions Les Arènes. Christian est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Christian. Bon, ce sujet très vaste et très compliqué, la famille. Ah, pour vous compliqué. Oui, visiblement. Et pour moi, oui. Alors dites-nous, racontez. Alors, par quoi commencer ? Moi, j'ai eu des problèmes de contact avec mon grand frère, ma très grande sœur, ma demi-sœur. Et ça, c'est du fait de ce qui s'est passé dans la famille. Je veux dire, mon père est rentré de Pologne après la guerre, camp de travail. Sa première épouse l'a abandonné, lui laissant sa fille sur les bras. Papa se marie, non, il se remarie pas puisqu'il n'avait pas le droit. Donc, il s'est remarié civilement. Mais 4 enfants, et moi j'ai toujours connu gros conflits. Bon, les années ont passé, mais quand mon frère était en âge d'aller au service militaire, gros conflit entre mon frère et mon père. Et je pense que les mauvaises fréquentations que mon frère a eues l'ont entraîné dans une dérive alcoolique. Donc ça s'est très mal passé avec mon père. Ma grande sœur, ça s'est un peu mal passé avec ma mère.
Donc nous, on était là, les jeunes, parce qu'il y avait 8 ans de différence avec les grands, on comptait les points. Et puis donc moi, quand j'ai dû accomplir mon service militaire, je suis parti de la maison parce que bon, c'était pas vivable. Hein. Alors il y a eu des remises, les parents se sont reparlés avec mon frère, mais il y a eu toujours de gros problèmes. Mon frère, moi, m'a reproché de pas être allé à son mariage, parce qu'à l'époque, mes parents n'y sont pas allés non plus. Donc moi, j'avais 14-15 ans, donc j'obéissais à mon père. Oui, à 14-15 ans, c'est assez logique que vous soyez du côté de votre père, bien sûr. Donc ça, il me l'a toujours un peu reproché. Bon, j'ai gardé des relations avec mon frère, il a quand même été témoin à mon mariage. Mais les années venant, c'est toujours ces problèmes d'alcoolisme n'ont jamais arrangé les choses. Et puis, dans les dernières années de vie de mon père, ils étaient un peu rabibochés, avec ma mère aussi, mais j'ai reproché à mon frère, quand on a été obligé de placer maman en EHPAD, de n'être jamais allé la voir. Oui. Vous voyez, ce que j'entends dans votre témoignage beaucoup, c'est les reproches. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique dans les familles. Je crois qu'on reprochera beaucoup plus facilement à ses frères, à ses parents, à ses sœurs, etc., qu'à ses amis. Comme si dans la famille, on devait être parfait. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Philippe Bruno. On reproche beaucoup de choses dans sa famille, ce qui n'est pas le cas avec nos amis, quoi. Mais oui, parce que je crois encore, je fais une distinction que j'ai évoquée tout à l'heure. Dans le couple moderne, qui est un couple un petit peu mature, d'adulte, et ça va être, comme vous dites, Brigitte, avec les amis, on n'est pas dans le registre de l'enfance. C'est-à-dire qu'on est dans l'absolu, on est égal avec les autres, et chacun a des qualités, des défauts, tout ce qu'on veut, mais on va pas être sur le plan de la réflexion parentale. Le reproche, c'est une réflexion de l'enfance. Dans l'enfance. Oui, parce que quand on voit le frère de Christian qui lui reproche de ne pas avoir été à son mariage, le pauvre Christian, il avait 14-15 ans. Surtout que Christian, c'est pas vous qui... C'était d'accord ou pas d'accord, vous étiez obligé. Donc, voilà. Et moi j'ai reproché ensuite à mon frère, moi qui suis à 600 km de lieu de vie où maman est en EHPAD, j'étais à 600 km, j'allais voir plus souvent ma maman à l'EHPAD que mon frère, puisqu'il y est jamais allé, donc alors que lui était à 30 km. Donc ça j'ai pas pu l'encaisser, quoi. Donc j'ai gardé mes distances avec mon frère, le sachant aussi lui arriver en fin de vie, parce que gravement malade, un jour il faut payer l'addition, quand on a eu des gros problèmes, donc il y avait de gros problèmes de santé. Je l'ai renoué un peu avec lui, mais bon, je suis pas allé à ses obsèques, voilà. Ah oui, d'accord. Et vous le regrettez aujourd'hui ou pas? Non. Bon, donc tout va bien. Non, puis là, il aura pas su. Non, mais tout va bien. Vous l'aurez pas reproché de toute façon. Non, il n'aurait pas pu vous le reprocher parce que, regardez, Christian, ce qu'il vous reprochait, c'était pas à vous qu'il le reprochait, mais lui ne le savait pas. Mais bien sûr. Mais il ne le savait pas. Et la chose qui est compliquée, c'est que vous y êtes arrivé parce que vous avez réfléchi sur vous-même et ainsi de suite. Mais les gens qui sont... Et alors, ils ne pouvaient pas trop faire autrement parce que lorsqu'on n'a pas conscience de tout ça, on va dériver. Vous l'avez dit tout à l'heure, il a dérivé vers l'alcool, vers d'autres dérives. Pas de drogue, non. Non, mais peut-être des fréquentations compliquées. Ah oui. Fréquentations quand il était jeune, oui, bien sûr. Et moi, j'ai toujours fait le tampon entre mes frères et sœurs et mes parents. Oui. Oui, parce que j'étais le dernier de la famille. Alors, peut-être aussi parce que j'ai peut-être le mieux réussi dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que votre frère vous reprochait. Votre mère vous a peut-être plus aimé, comme elle aime souvent son dernier. Oui. Et puis, bon, la réussite professionnelle, j'ai créé de la jalousie de l'envie, chez mes sœurs. Mais vous savez, Christian, et je sais de quoi je parle, c'est souvent celui qui a été le plus, peut-être pas aimé, mais en tout cas le plus cajolé par ses parents qui réussit le mieux dans la famille, dans la fratrie.
Oui, parce que moi, je crois que je vous en avais déjà parlé. Moi, je suis né en sachant que j'avais pas été désiré. Donc, il a fallu que je prouve mon existence. Comment vous êtes dit je suis né en sachant? Non, mais Christian. Non, mais après, par la suite, je l'ai compris que j'étais pas désiré. Moi, Christian, ça m'agace parce que des enfants pas désirés à cette époque-là, c'était très fréquent et ça n'a jamais été un handicap. Ça, c'est très nouveau de parler du fait qu'on n'a pas été désiré et que c'est forcément machin. Si vous avez été aimé, et visiblement vous avez été très aimé même, puisque vous avez été voir votre mère en EHPAD sans cesse, etc. C'est qu'il y avait un lien très fort avec votre mère. Donc le fait de ne pas avoir été désiré, c'est vraiment un truc très très actuel qui moi m'agace profondément parce que sincèrement je crois que beaucoup de femmes ont eu des enfants pas désirés et les ont aimés comme des vraies mères et ça n'a pas créé d'autant de séquelles que ce qu'on raconte aujourd'hui. Franchement, soyez en paix avec ça. Je pense que votre mère quand vous êtes arrivé, elle vous a vu avec les yeux de l'amour. Je suis en paix. Soyez en paix avec ça, absolument. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Sexo Conseil. Le sexe, c'est un sport ou un art? Vaste question. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Philippe Bruno, le sexe, est-ce que c'est un sport ou un art? Alors, si on pense le sexe comme un sport, c'est tout de suite se mettre la pression et on risque de tomber dans la performance. Et c'est vrai que c'est un des paramètres qui est assez nuisible à la sexualité. Alors, de là à considérer le sexe comme un art, faut peut-être pas exagérer, sauf si bien sûr on souhaite qu'on élève le débat et de faire de la sexualité un art. Bon, ok, mais enfin bon, là, je crois qu'on rêve un petit peu. Si on compare le sexe à la nourriture, il y a des gens qui mangent pour se nourrir et qui au fond ne prennent pas tellement le temps de dresser la table, puis ils s'en foutent de manger dans de belles assiettes. Ils n'ont pas éduqué spécialement leur goût et ils font peut-être pas tellement la différence entre un vin de qualité et la pâle copie d'un vin industriel. Donc voilà, l'important c'est de calmer leur soif. Ensuite, il y a des épicuriens qui savent apprécier et qui sont de fins gastronomes. Donc, est-ce que vous êtes plutôt du genre on baise le soir pour calmer une pulsion, pour mieux dormir, ou tout simplement parce que on a envie, mais on n'y met pas les formes, ou alors est-ce que vous prenez soin de faire l'amour? Bon, en tout cas, je crois qu'il faut pas trop quand même banaliser les rapports sexuels. Une rencontre charnelle, ça doit peut-être être quand même un peu la fête des sens. Alors, dans ce sens-là, l'art est intéressant parce que ça met toujours en jeu des émotions, ça nous interpelle, ça nous rend plus sensibles, ça nous fait réfléchir un peu sur ce que c'est que faire l'amour, justement. Donc peut-être que c'est pas mal quand même de donner un peu plus de sens à la sexualité, quel que soit d'ailleurs le sens que vous avez envie de lui donner. Le sexe, c'est être en bon accord avec notre corps, mais si c'est avec notre partenaire, ça devient peut-être un peu plus un art. Bref, moi j'ai envie de dire que la sexualité, ça nous rend toujours meilleurs, ça nous met en meilleure santé et ça nous ouvre au monde. Alors voilà, le sexe, c'est peut-être un art érotique. C'est peut-être un art sportif. Il y a d'abord le sexe est souvent un sport de combat. Mais oui, parce que moi je trouve que par exemple dans la rencontre passionnelle, hyper sensuelle, eh bien il y a une espèce de combat, pas au sens de violence, mais de... Quoique parfois... pourquoi pas. On règle ses comptes. Mais justement, lorsqu'il y a une bonne maturité érotique des deux partenaires, il n'y a absolument aucune violence à être violent, j'allais dire. C'est-à-dire tout simplement ce sport de combat, bien sûr il faut avoir un certain art pour que ça devienne un sport de combat. C'est peut-être ça la solution. Bon, en tout cas, je crois que ce sexo conseil va permettre à chacun de revisiter un petit peu sa sexualité et peut-être que ce soir, quand vous allez faire l'amour, vous ferez peut-être pas tout à fait n'importe comment. Patricia, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Patricia. Merci de prendre la parole. Donc vous, c'est avec votre mère que c'est compliqué, hein?
Oui, tout à fait, oui. Donc moi, ma mère, c'est vrai qu'elle elle est dépressive, et donc c'est vrai que quand on était jeune, avec mon père, il y avait beaucoup de disputes entre eux parce qu'ils ne s'entendaient pas très bien, voilà, et donc c'est vrai qu'elle voulait à chaque fois nous prendre à partie et qu'on lui donne raison, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, en grandissant, j'ai commencé des fois à lui dire non, je suis pas d'accord avec toi, et voilà, à avoir des conflits avec elle. Voilà. C'est vrai que ça c'est terrible quand les parents essayent de monter un enfant contre l'autre parent, c'est toujours très très difficile. Oui. Oui, c'est pas évident, quoi. Oui, voilà. C'est ce qu'il faudrait ne pas faire. Alors, tout le monde sait qu'il faut pas le faire, mais dans le moment de la tension, comme vous dites, ils étaient très tendus l'un envers l'autre. C'est difficile. Et simplement, moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, et puis je ferme la parenthèse pour vous laisser parler, Patricia. C'est qu'un enfant est toujours moitié papa, moitié maman. C'est-à-dire qu'il se construit, mais pendant longtemps, jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans, regardez, quand on marche avec un petit bébé, il peut tenir le bras d'un père, d'une mère de chaque côté. Et lorsque ils vont se quereller, voire se déchirer, c'est lui qui est déchiré au milieu. Et c'est très important pour ceux qui entendent. Engueulez-vous, tapez-vous dessus si vous voulez, dans votre chambre ou un truc comme ça. Mais tapez-vous dessus peut-être pas. C'est pas un conseil quand même. Faites ce que vous voulez si vous n'êtes pas d'accord, mais jamais devant votre enfant. Voilà, pardon, je ferme la parenthèse. C'est à vous, Patricia, excusez-moi. Oui. Donc c'est vrai que voilà, après du coup j'ai toujours eu des relations un peu conflictuelles avec ma mère, voilà, et puis après il est arrivé là en étant adulte, avec mes enfants, tout ça, on en est arrivé à se fâcher. Voilà, du coup, je ne l'ai pas vu pendant 3 ans. Oui. Je n'ai pas du tout cherché à prendre de nouvelles. Et ça m'a fait un énorme bien quand même. Et puis il y a eu le Covid. Et disons qu'avec le Covid, j'ai culpabilisé un peu. Je me suis dit, quand même, là, on entendait tellement de décès de personnes seules, isolées. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle devient, quoi? Parce qu'en fait, elle habite à la campagne, elle n'a pas de permis. Pareil, elle est fâchée avec ses voisins parce qu'avec sa dépression, paranoïa, elle se fâche avec tout le monde. Et donc, je sais que j'avais quand même un de mes frères qui lui faisait les courses, mais il ne nous donnait pas de ses nouvelles. Voilà. Mais parce que vous êtes fâché, vous êtes fâché aussi avec votre frère, oui. C'est que parce que du coup, quand je me suis fâchée avec elle, elle a un peu monté la tête à certains de mes frères et sœurs. On est 5 en tout. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc elle leur a raconté ce qu'elle voulait, quoi. Oui, vous étiez la vilaine fille. Oui. Oui, voilà, oui, tout à fait. J'avais même détourné son fils, entre guillemets, préféré d'elle. Voilà, parce que j'ai un frère avec qui je m'entends bien. Et avec lui, j'ai toujours gardé de bonnes relations, quoi, voilà. Et avec les autres, ça s'est totalement distendu. Elles ne m'ont plus appelé. Je n'ai pas appelé non plus, voilà. Et donc, voilà. Mais le Covid, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai appelé. Et pour prendre des nouvelles. Et elle m'a dit, mais je suis contente de t'entendre et tout. Et donc, ça allait pas plus mal. Et un jour, j'ai décidé d'aller la voir. Et là, quand je suis arrivée, je l'ai trouvée bien malade. Voilà. Parce que sa dépression, ça s'accentuait. Et la paranoïa également, quoi. Voilà. Parce que chez elle, elle mettait des scotch partout. Elle s'enfermait, elle vivait dans le noir. Voilà. Oui. La paranoïa, c'est souvent quelque chose qui devient très, très, très embêtant quand on vieillit. Ah oui, là oui, ça s'aggrave, là oui. Et du coup là, je suis du coup allée voir mon frère qui lui faisait les courses et je lui ai dit, mais maman est malade. Il m'a dit, mais non, elle a juste mauvais caractère, il me dit. Lui, il n'a pas l'intelligence pour voir ça, de toute façon, malheureusement, mais il lui faisait les courses, c'était déjà bien. Et donc, écoutez, j'ai dû reprendre les choses en main. Et j'ai après 3 ans ne pas lui avoir parlé. Maintenant, je m'occupe d'elle. Je suis aidante pour ma mère. Voilà. Et ça vous coûte ? Alors, ça m'a coûté au début, parce que je n'avais pas du tout envie, j'avais beaucoup de rancœur. Oui. Voilà. Et pour y arriver, je me suis faite aider par une kinésiologue. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous l'avez fait, finalement ? Pour être en paix avec vous-même Oui, parce que s'il lui était arrivé quelque chose, je crois que je m'en serais voulu quand même en me disant, voilà, on l'a laissé mourir dans son coin, voilà,
je me dis, c'est pas possible, quoi, de nos jours, quand même, de laisser quelqu'un comme ça, quoi. C'est bien, mais en même temps, n'en faites pas trop non plus, parce que trouver le juste milieu entre elle et le fait que c'est votre mère, et puis vous et votre bien-être. Vous voyez, ne vous épuisez pas non plus. Oui. Mais oui, je sais, oui, ça arrive un peu là, justement, que je m'épuise. Je m'en doute un peu, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Vous n'avez pas non plus, ça reste quand même votre mère, vous voyez. Autant je peux comprendre qu'on se dévoue pour son enfant parce que c'est le rôle du parent, mais c'est pas le rôle de l'enfant de se dévouer pour sa mère, surtout quand on a quand même des antécédents pas très positifs. Oui, tout à fait. Et vous voyez, après, du coup, le fait de m'occuper d'elle, j'ai envoyé des messages à tous mes frères et sœurs pour leur dire ce qui se passait, quoi, en fait. Même à ceux avec qui je parlais pas, quoi. Mais du coup, ça renouait des liens aussi avec mes frères et sœurs. Oui. Voilà, parce que moi, en fait, quand j'y allais, je disais, maman, elle est malade, elle a ci, elle a là. Je faisais un SMS à tout le monde pour leur dire ce qu'il en était. Oui. Parce que moi, je voulais pas pris comme votre père comme reproche. Votre père n'est plus là? Et non, mon père n'est plus là. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Moi, j'ai remarqué le dernier parent, on a toujours un lien, on s'y attache toujours un petit peu parce que perdre son dernier parent, c'est se retrouver en première ligne. Exactement. Donc vous avez. Oui, voilà, oui, c'est vrai, oui, tout à fait, oui. Voilà. Et c'est pareil, donc du coup, ça a renoué quand même des liens un peu avec mes autres frères et sœurs. Et j'imagine, depuis que vous vous en occupez bien, elle va mieux. Elle allait mieux, mais elle a quand même son état de santé qui s'aggrave, quoi, parce qu'elle a eu une détérioration de type Alzheimer en même temps. Ah, bravo. Voilà, oui, donc la paranoïa, la dépression, il y a un peu. Prenez quand même un peu soin de vous, hein. Non, on voit que vous avez pris... voilà, et du coup... Pardon, allez-y. Parce que du coup, j'ai une sœur qui vient, quand elle a des vacances, elle vient un peu passer quelques jours avec elle. Ça me soulage parce que du coup, ça me laisse mon week-end. Mais même ma sœur commence à fatiguer parce que c'est très lourd, quoi, de passer des journées à 24 avec ma mère, quoi. Oui, c'est pour ça. Méfiez-vous, la culpabilité nous fait parfois frôler le surmenage. Hein. Oui, mais on voit que vous avez appris à prendre de la distance. Et comme disait Brigitte tout à l'heure, vous avez sûrement une nécessité intérieure, c'est-à-dire quelque chose qui vous dit, dans le fond, ça vous répare quelque chose, mais vous en faites pas trop puisque vous avez pris de la distance. Vous pouvez, d'abord, vous faites aider par quelqu'un avec qui vous pouvez parler aussi, et c'est quand même pas mal ce que vous faites, de trouver une sorte de tuteur, parce que vous avez fait beaucoup de travail sur vous pour arriver à dépasser toutes ces situations. Ça montre bien une chose, c'est que la famille, ça peut être très solide, ça peut être très réparateur, mais très souvent, ça va être, je veux pas dire destructeur, ça va fragiliser, parce que très souvent, on va se retrouver avec tout le monde à l'encontre. Quand vous dites, par exemple, qu'elle a mis tous mes frères et sœurs contre moi parce que elle n'a pas accepté telle ou telle chose. C'est-à-dire la famille, c'est une sorte de pieuvre tentaculaire qui est terrible. Il faut à la fois peut-être rester en contact, mais pas se faire avaler. Voilà, le terme que je cherchais, vous l'avez trouvé, Brigitte. Merci Patricia, en tout cas. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure bien sûr sur Sud Radio. Avec Yves-Alexandre Talman, demain nous évoquons notre jardin secret. Est-il nécessaire d'en avoir un? Comment le préserver? Et vous, qu'en pensez-vous? Venez apporter votre témoignage 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Breneau est avec nous, nous parlons de la famille. Alors on a vu finalement beaucoup de cas différents, hein. On voit bien que c'est plein d'histoires et à chacun de faire avec sa famille, hein, n'est-ce pas Nathalie? Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais vous raconter l'histoire d'une résilience. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. En fait, moi j'ai eu une famille qui n'était pas très propice à l'épanouissement. Mes grands-parents habitaient dans le nord et mes parents ont fait en sorte d'aller très loin, enfin pas très loin, mais ils sont allés loin d'eux
On voyait donc très peu mes grands-parents. On les voyait que pour les fêtes traditionnelles, hein, où le devoir était de vivre. Mais vos grands-parents des deux côtés ? Oui, les deux côtés, oui, tout à fait. Ah oui, c'est intéressant. Donc vos parents, tous les deux, se sont éloignés de leurs parents. Voilà, c'est ça. Ch'ti power, au passage. Ils étaient originaires de la même région ? Oui, tout à fait. Enfin, alors, il y avait des ch'tis et des picards. Oui, d'accord. Voilà. Mais Bon, d'une certaine façon, ils ont choisi tous les deux de s'éloigner des parents et de la région. Enfin, tout à fait. De leur origine. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était mu par une grande colère envers leurs parents respectifs mes parents se sont éloignés. Oui. Mon père a été élevé à la dure et a reçu sa dernière gifle de sa mère à 20 ans. Et ma mère était assez malmenée, si ce n'est frappée par son père. Donc voilà, c'était une ambiance assez rancunière, on va dire, qui était à la maison. Oui, donc, voilà. D'accord, on comprend qu'ils ont mis un terme à ça. Hein. Oui, voilà, ils se sont éloignés. Et alors, comme par hasard, pour ma part, je ne me suis pas éloignée, mais ma sœur s'est éloignée. Donc, je me suis dit, les chiens n'ont pas des chats. Donc voilà, c'est assez amusant et c'est drôle parce que j'ai entendu l'auditrice précédente dire qu'elle s'était occupée de sa maman. Et moi, je me suis, en fait, c'est moi sa mère, en fait. Hein. Je l'ai protégée toute sa vie de mon père. Je l'ai protégée d'une de mes grand-mères. J'ai essayé de la tirer de sa dépression. J'ai essayé de lui donner des adresses de psy. Enfin, j'ai essayé de la libérer de l'emprise de mon père. Et je m'en suis occupée aussi pendant de nombreux mois avant qu'elle ne décède chez elle. Ouais. Donc famille dysfonctionnelle, mais j'ai quand même, réussi à dire mon amour. Et est-ce qu'elle vous l'a dit, elle, son amour ? Alors, c'était assez cocasse comme situation. Elle m'a offert un collier avec des cœurs et elle m'a dit « C'est ce que j'éprouve pour toi, mais j'arrive pas à le dire ». Bah, c'est symbolique, c'est super. Mal, ouais. Non, c'était très beau, c'était un chouette moment. C'était peu avant qu'elle ne décède d'ailleurs. Donc c'était un beau moment. Donc on peut avoir une famille dysfonctionnelle et puis arriver à toucher le bonheur du doigt, ça c'est une certitude. Et je voulais vous poser une question, peut-être avez-vous une interprétation là-dessus, sur cet éloignement qui existe entre les membres des familles. Je me disais, est-ce que c'est dû à cette fameuse pyramide de Maslow où nos grands-parents luttaient pour survivre, nos parents ayant déjà leurs besoins primaires satisfaits, ont commencé à nous instiller peut-être un besoin de sens, et nous, notre génération et celle d'après, cherchent un sens à leur vie, à leur travail. Et est-ce que ça n'induit pas une perte de repères et une sorte d'individualisme qui conduirait à l'éloignement des gens ? Ben, c'est très juste ce que vous dites. Quand on a ses besoins primaires satisfaits, on peut passer à la pyramide à l'étage supérieur. Oui, moi je trouve que c'est assez bien vu ce que vous dites. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais... Alors, à la fois, oui, bien sûr, je suis tout à fait dans cette idée, avec le fait quand même qu'on vient d'une période très particulière. Cette transition des 50 dernières années, 70 dernières années, ça a commencé dans les années 70, avec la formation du couple, avec l'ouverture de la famille, avec les divorces qui n'existaient pas. Jusqu'en 1950, il n'y avait pas vraiment de divorce, c'était 3-4% de la population. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à présent, il y avait toujours la famille traditionnelle, parce que c'était le moyen de trouver un équilibre dans toutes les contraintes matérielles qu'il y avait à tous les âges de la vie. Il fallait aussi pouvoir accompagner les personnes âgées, ainsi de suite. Vous avez complètement raison. Aujourd'hui, où on a beaucoup de choses satisfaites, on va parler différemment. Et on peut peut-être ne pas oublier que la famille a des fonctions, a des vertus
a des vertus équilibrantes. Et c'est tout ce qu'on a dit, je crois, aujourd'hui au cours de cette émission. À condition que la famille ne soit pas trop toxique, parce que là, on entend bien dans ce que vous racontez, Nathalie. Il y a une chose aussi qu'il faut ajouter, Philippe Breneau, il y a aussi une différence fondamentale, et ça c'est surtout depuis les années 2000, c'est que les femmes prennent leur autonomie à vitesse grand V, et je dirais même parfois trop, parce qu'elles se retrouvent en effet parfois à se retrouver obligées de travailler, de s'occuper des enfants, et elles n'ont pratiquement plus de vie personnelle. Encore une fois, je sais pas un jugement de valeur. La femme a la chance aujourd'hui de choisir la vie qu'elle veut, mais attention de ne pas justement se mettre trop d'enjeux sur le dos. Parce que ça, Nathalie, c'est aussi très très nouveau. Ah oui, d'ailleurs, vous savez que moi, toute ma vie a été orientée par cette phrase que mon père a dite à ma mère un jour. Il lui a dit « Si un jour tu veux divorcer, je m'arrangerai pour que tu n'aies rien ». Et je vous assure que j'ai fait en sorte d'être autonome financièrement et émotionnellement. Ce qui a eu pour conséquence pour moi d'avoir une vie de couple assez mouvementée. Oui, parce que vous ne vouliez pas vous retrouver dans la situation de votre mère. Exactement. Risquer de ne rien avoir Et puis, votre père a dit à votre mère ce que tout le monde savait. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de menace, mais il est évident que les séparations sont toujours au détriment des femmes. Ça, on le sait connu, les sociaux l'ont bien montré. Au niveau financier, la plupart du temps, parce qu'après il y a des cas particuliers. Il y a toujours des exceptions. Oui. Voilà, mais auparavant, j'allais dire, c'était surtout vrai. Auparavant, là, maintenant, maintenant, quand les femmes gagnent plus que le mari, c'est elle qui se retrouve avec une pension. Bien sûr, mais auparavant, il y avait vraiment cette asymétrie. C'est-à-dire que de toute façon, une femme qui partait, elle allait même être bannie de la famille. Elle ne pouvait pas partir de toute façon, puisqu'elle n'avait pas de salaire. Et oui, et puis c'est de cette façon que je me débrouillerai pour que tu n'aies rien, mais de toute façon, tu ne pourras pas partir. Cette menace, elle était... là, il l'a exprimé, mais c'est quand même quelque chose de terrible quand c'est dit de cette façon-là. Et ce qui est fou, vous voyez, Nathalie, c'est que vous l'avez entendu et que vous ne l'oubliez pas. Ah non, ça m'a marqué. Mais je suis ravie d'ailleurs de terminer sur ce point, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point des paroles de nos parents qu'on a entendues, elles sont marquées à vie, quoi. Alors parfois on les a oubliées en apparence, mais elles sont quand même marquées dans notre cerveau. Et on fait des choix de vie, des choix amoureux, parfois à cause d'une phrase qui aura été dite par notre père, par notre mère, et ça se répète, et ça se répète. Exactement. Merci. Mais on peut y arriver. En tout cas, on sent que ça va bien pour vous, Nathalie. On n'est pas inquiet. Mais alors, oui, j'ai réussi à casser le cercle vicieux. Je suis avec un homme charmant, je dirais presque l'homme parfait, donc qui n'est pas du tout comme mon père, donc et qui n'est pas mon père. Donc c'est magnifique. Bravo. Et merci de votre témoignage, Nathalie. Merci beaucoup. Philippe Breneau, écoutez, on a vu beaucoup de choses dans la famille. On fait tous ce qu'on peut avec notre famille, de toute façon. On est tous dans une famille dont on s'est plus ou moins autonomisé. Et puis je crois que ça nous montre tous ces témoignages qu'il n'y a pas de règles, mais que la famille a des vertus quand on en a besoin. C'est bien de ne pas s'être complètement séparé. Et puis elle a, au contraire, elle peut être tellement... Alors vous disiez toxique tout à l'heure, mais c'est vrai. Il y a des parts toxiques dont il faut s'éloigner. Bien sûr. Merci en tout cas Philippe Breneau. Je rappelle qu'on peut vous lire dans de nombreux livres, et notamment le dernier, c'était Éloge de la masturbation, c'est aux éditions de la Musardine. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Yves-Alexandre Talman. On va parler de son jardin secret. Quand est-ce qu'il faut savoir dire stop, justement? On en parle demain avec Yves-Alexandre Talman.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi paraît très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai.